Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Cela fait presque un mois que la ville de Homs est bombardée par les forces de Bachar al-Assad. La ville de Homs, symbole de la rébellion que le régime syrien tente d'étouffer et de faire plier. Rares sont les étrangers qui ont pu se rendre sur place pour constater de ce qui s'y passe vraiment. Certains d'ailleurs sont morts aux côtés des centaines de Syriens dont ils essayaient de saisir ou d'améliorer le quotidien. Ceux qui sont rentrés, eux, rentrent avec des témoignages absolument bouleversants. Et c'est le cas de notre invité aujourd'hui, Jacques Berès. Bonjour. Vous êtes chirurgien, cofondateur de MSF et de MDM et vous avez passé 12 jours sur place. Vous avez quitté la ville de Homs jeudi dernier. Dans quel état était la ville? À quoi ça ressemblait? Quelles étaient les conditions de la vie quotidienne, l'eau, l'électricité? Alors, c'est terrible, c'est très moche, c'est la guerre. Mais quand même, on pense tous à Bab el-Amr, qui est le quartier martyr, où j'ai jamais été. J'étais à côté. J'étais pas loin, mais pas dedans. Sinon, je serais peut-être aussi dans l'état de Mary Colvin, Rémi Hochlik et d'autres. Alors, ce quartier-là, ça va devenir Beyrouth pendant la guerre civile. Il y a des trous dans les immeubles, des immeubles en feu, des voitures qui flambent, la fumée, les rues désertes. Bon, c'est la guerre, c'est Beyrouth. Donc ça, c'est dans le quartier de Bab el-Amr. Ouais. Dans les quartiers où vous avez été, la vie quotidienne, c'est comment pour les habitants de Homs, c'est comment? Est-ce qu'ils ont accès à l'eau, l'électricité, les communications, l'électricité, c'est un service public, donc encore régi par les autorités gouvernementale, donc elle est beaucoup coupée, sinon pratiquement toujours coupée. L'eau aussi, c'est un service public, enfin ça pose des tas de problèmes. Donc les autres quartiers sont pas, ou en tout cas moins bombardés. C'est une assez grande ville hein, quand même. C'était 1 million d'habitants, il y en a heureusement qui ont pu fuir, mais il doit rester la moitié de la population. Donc c'est quand même une grande ville. Les quartiers sont pas tous semblables. Mais ça peut être bombardé. J'étais dans un premier quartier qui n'était pas bombardé, qui maintenant l'est aussi, qui est juste à côté de Bab el-Amr. Alors vous êtes allé sur place pour opérer. Dans quelles conditions vous avez opéré? Et est-ce que vous étiez dans des hôpitaux? Est-ce que vous étiez dans des appartements? Oui, c'est ça, non, dans un hôpital de fortune, dans une maison privée qui avait été offerte à l'opposition pour être transformée très vite en hôpital, mais minimal. Et pourquoi ne pas être allé dans un hôpital public? Ah ben, ils sont plus utilisés que par l'armée gouvernementale et par des gens très proches du régime de Bachar el-Assad. Les gens normaux ou les gens de l'opposition en tout cas n'y mettent plus les pieds depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois parce qu'il y a eu des assassinats, des disparitions, des enlèvements, des amputations inadmissibles, enfin des choses comme ça. On ne va plus à l'hôpital gouvernemental. L'hôpital gouvernemental où, en tout cas, certains des blessés évacués par le CICR ont été amenés pour le moment. Ah, je sais pas. Ça, je sais pas. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Il y a eu des bruits contradictoires que Edith Bouvier, elle était au Liban ce matin et puis elle l'est plus. Enfin bon. Alors, vous avez opéré, les personnes que vous avez opérées, c'était des combattants, c'était des civils, c'était... Il faut être honnête, il y avait des combattants, des jeunes combattants de l'armée syrienne libre, mais c'était très majoritairement des civils, des vieilles personnes, hommes et femmes, ou des enfants, des fois très jeunes, et pas du tout en âge de combattre et de porter une arme. C'est-à-dire, c'est des habitants de la ville de Homs qui n'arrivent pas à fuir, qui ne peuvent pas quitter leur appartement C'est cela, c'est complètement encerclé. Et on quitte même pas sa maison ou son appartement parce que dans les rues, il y a aussi des snipers qui s'amusent à faire des cartons. Donc voilà, et des fois, ça tombe sur votre immeuble, votre maison. Et Vous avez dit qu'il y avait également des combattants enfin, Bachar al-Assad et le régime, et son régime disent qu'il s'agit en fait de combattants à Homs, qu'il ne s'agit pas de civils. Pour vous, est-ce que c'est un régime qui tire sur une population civile ou est-ce que c'est une guerre civile finalement? C'est totalement un régime qui tire sur une population civile. C'est de l'assassinat de masse, c'est honteux, et c'est honteux que la communauté internationale, enfin c'est honteux, c'est terrible que la communauté internationale ne trouve pas moyen d'arrêter ce carnage, ce bain de sang. C'est d'une injustice totale, ça n'a rien d'une guerre civile, enfin ça va peut-être le devenir effectivement, mais il faut se rappeler que ces gens admirables de courage et de détermination qui veulent juste leur liberté, ils ont droit à leur liberté comme tout peuple, ils ont fait pendant des semaines et des mois des manifestations totalement pacifiques, avec même pas un lance-pierre, ils se sont fait tirer dessus à balles réelles par des fous furieux en face,
et que, bon, il faut un jour décider de se défendre. Enfin, on ne peut pas voir tomber la fleur d'une génération pas simplement parce qu'ils agitent des pancartes. J'ai eu je ne sais pas combien de jeunes avec des éclats d'obus dans les membres parce qu'ils étaient à une manifestation pacifiste. C'est pas possible. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez vu des combattants, c'était des combattants syriens, de l'armée syrienne libre, ou bien également des combattants étrangers. Certains reporters disent avoir vu peut-être aussi des salafistes. Alors, combattants étrangers, personnellement, j'y crois pas un instant. Non, ils se connaissent tous entre eux, ils ont des liens de cousinage, etc. C'est des jeunes qui ont fait défection, heureusement, de l'armée de Bachar. Je dis heureusement parce qu'ils ont des pertes, un taux de perte inacceptable, insoutenable. Ils sont blessés, les autres sont beaucoup mieux équipés. Et ce qui rétablit la balance, c'est qu'il y a beaucoup de défections, beaucoup d'abandon par les soldats de Bachar el-Assad, de leur poste, et ils rejoignent l'armée syrienne libre. Il y en a même qui rejoignent avec des tanks. Vous parlez d'un taux de perte. Tous les jours, certaines organisations syriennes, en particulier l'organisation syrienne, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, fait un compte-rendu du nombre de morts. Est-ce que vous avez rencontré leurs observateurs sur place? Est-ce que vous savez comment ils font cette comptabilité finalement? Oui, ils la font très bien, presque trop bien, parce que la réalité est au-dessus de ça. D'ailleurs, ne sont comptabilisés comme morts que ceux dont on connaît l'identité, qui a pu être transmise jusqu'à la mosquée où le muezzin décline leur identité. Mais il y en a qui sont disparus, ce qui veut dire morts, en prison, ce qui veut dire au sort incertain, ou ensevelis sous des décombres. Enfin bon, les chiffres sont sûrement au-dessus, malheureusement. Pour vous, une intervention humanitaire est indispensable aujourd'hui à Homs? Ce serait la moindre des choses, hein. Une intervention humanitaire. Mais sous quelle forme? Au moins de couloirs humanitaires. Vous savez, le droit d'ingérence qui a été mis au point et défendu par Bernard Kouchner et Mario Bettati, mes amis, a été adopté par les Nations Unies en principe, et depuis, ça ne bouge pas, au contraire. Bon, ceci dit, même dans l'humanitaire français, il n'y a pas une adoption à 100% du droit d'ingérence, mais quand même, là, c'est une honte ce qui se passe, c'est monstrueux, monstrueux. Pour l'instant, on a l'impression qu'on se dirige plutôt peut-être vers une trêve quotidienne de 2 jours. En tout cas, c'est ce que demande le CICR. Est-ce que ça vous paraît être une solution finalement acceptable? Si j'ai aucune idée. Enfin, c'est un moindre mal, oui, bien sûr. Si les canons arrivent à se taire pendant quelques heures, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, mais c'est peu de choses quand même. Et puis il faut que la liberté soit accordée, enfin, qu'ils prennent leur liberté, ils y ont droit, comme tous les peuples, ils ont droit à notre respect, à notre admiration et de préférence à notre soutien, vraiment. S'il y a Vous parlez de droit d'ingérence, mais concrètement, comment forcer par exemple la Russie et la Chine à accepter que des corridors soient ouverts? Parce que pour le moment, par exemple, la Chine s'y oppose. La Russie s'y oppose, pardon. Je ne savais pas. Je savais pas ça. Mais je vois pas, la Russie a aucun droit sur le sol syrien. Enfin, ils disent, mais ne serait-ce que les autorités de Damas. Ah bah oui, ça, mais l'opposition de la Russie n'intervient pas là-dedans. C'est bon. Je savais pas que la Russie avait une idée même sur les corridors humanitaires. C'est simplement qu'il faut que Damas les accepte. Ça, mais bien sûr. Avec quels moyens de pression? Parce que finalement, les moyens de pression des Occidentaux ou de la Ligue arabe sont assez limités. Bah, complètement, mais vous savez, on a fait de telles catastrophes en Afghanistan, en Irak et même en Libye. C'est pas brillant ce qui se passe maintenant en intervenant militairement, que d'une part, les gouvernements occidentaux sont échaudés, d'autre part, la Russie dit que jamais plus on lui fera le sketch no-fly zone, et puis ça se transforme en bombarding zone. Ça, on lui fera plus ce sketch à la Russie. Donc voilà, on est dans une impasse. Est-ce que vous êtes en faveur d'une intervention militaire? Je n'ai pas d'opinion sur la question. On a fait une conférence de presse hier avec les 2 ONG qui m'avaient envoyé, c'est-à-dire France-Syrie Démocratie, une association franco-syrienne, et UAM 93, c'est-à-dire une association de musulmans du 9-3. Et il y a eu un débat. Il y avait aussi Dominique Sopo de SOS Racisme. Et on a débattu les 3 présidents, enfin Dominique Sopo, Ismaël Hachem, président de France-Syrie Démocratie, et Hassan Farsadou, ont débattu de ça. C'était très passionnant d'ailleurs, c'était très transparent, pas crispé du tout, et personne n'est très d'accord, mais il y a des arguments d'un côté ou de l'autre. En tout cas, je suis pour que cette horreur cesse. Vous avez 71 ans, vous êtes père, grand-père aussi. Qu'est-ce qui vous pousse encore à aller dans ces zones de guerre ou à haut risque? C'est pas ça, c'est l'idée de fraterniser avec des gens pendant des épreuves terribles. Ils sont très sensibles à ça, c'est un symbole.
on est plus efficace sur le plan. Vous savez, ce qu'on fait, ça fait plus de 40 ans que je fais, puisque vous avez rappelé, je suis un des cofondateurs de MSF, 61, oui, j'avais commencé un peu avant. C'est super, mais c'est dérisoire en termes quantitatifs. Ce qu'on peut faire un chirurgien avec ses petites mains, c'est dérisoire. C'est le symbole qui est fort, c'est la fraternisation, c'est d'être là avec eux pendant ces épreuves terribles. C'est de ça qu'ils ont besoin, c'est ça qu'ils réclament. Ils réclament des journalistes, ils réclament qu'on vienne les voir, qu'on comprenne ce qui leur arrive. Et il faut saluer le courage des journalistes qui y vont. C'est ça qui est important, plus même que des chirurgiens. Sauf que les chirurgiens, c'est bien parce que quand ça saigne, c'est mieux qu'on arrête le saignement, en gros. Mais c'est aussi bête que ça, hein. C'est très bête ce qu'on peut faire. Et c'est peu de choses quantitativement. Mais bon, il faut le faire. Moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est d'abord intellectuellement, c'est formidable parce que en général, il faut recourir à des techniques très simples, très anciennes, mais qui marchent, qui se rappeler que la nature a inventé les plaies avant d'inventer les chirurgiens, et que ça marche bien, et que c'est passionnant parce que j'ai opéré des milliers de cas, j'ai jamais eu 2 fois le même, parce que les balles vont pas à la même vitesse, du même endroit, en haut, en bas, à gauche, à droite, rencontrent pas les mêmes organes, etc. Et la combinaison des différentes atteintes fait que c'est jamais 2 cas pareils, ça c'est formidable. Et puis sur le plan humain, on rencontre des gens adorables, qui vous remercient comme si, enfin bon, c'est vrai qu'on en sauve quelques-uns de leur famille et tout, mais ils remercient aussi quand la personne meurt, ils sont très heureux qu'on soit là. Et quand une expérience humaine très forte. Très très forte. Quand on arrive à sauver un enfant qui vraiment était mort, et les enfants récupèrent à toute vitesse, 15 jours après, ils vous courent après, ils vous tirent le pantalon, on pleure. C'est formidable, c'est merveilleux. Vous êtes revenu jeudi dernier, vous pensez y retourner? Ah oui. Oui, je voudrais y retourner. Je crois que je vais arriver à retourner. J'ai déjà en principe l'accord de mes 2 ONG. Oui, je pense y retourner. Je vous remercie en tout cas, Jacques Berès, pour votre témoignage absolument bouleversant. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet france24.com, en français, en anglais et en arabe.